Bienvenue dans Sayacare, le podcast qui explore la santé sous toutes ses formes à travers les voix, les vécus et les trajectoires des femmes de la diaspora africaine. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profondément humain, la vie au-delà d'un diagnostic. Quand la santé change, toute la vie se réorganise. Le travail, les projets, les rêves et même la manière dont on se perçoit soi-même. Pour en parler, nous recevons Asta Traoré, entrepreneure, créative, business partner, fondatrice d'une marque de foulards et coordonnatrice marketing. Asta vit avec la narcolepsie, une réalité de santé qui a façonné sa résilience, ses choix et sa vision de la vie. Aujourd'hui, elle souhaite partager son histoire pour soutenir d'autres femmes qui traversent des défis similaires. Bonjour Asta, Bonjour Jamila, comment vas-tu? je vais bien et toi? Je vais bien, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cette conversation qui, ma foi, sera fortement pertinente. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. J'ai fait ton introduction tout à l'heure, on a entendu un peu parler de ton parcours, mais avant de rentrer dans le vif du sujet puis qu'on décortique tout ceci ensemble, si tu avais une phrase ou si tu devais décrire une image qui pourrait illustrer ce que la narcolepsie a changé dans ta vie, dans ta manière de te percevoir, quelle serait cette phrase ou cette image? Sincèrement, ça serait un gros panneau stop. Enfin, ici, vous l'appelez arrêt. Ça serait un gros panneau stop. Et je pense que je pourrais dire deux mots. Ça serait choisis-toi. Donc un retour à toi-même au final. Oui. I love that. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur la narcolepsie? Puis comment est-ce que justement tu as découvert que tu étais atteinte de la narcolepsie? Ok. Alors, en fait, la narcolepsie, c'est une sorte de maladie qui fait que on dort beaucoup. Énormément. En fait, OK. on produit trop de je sais pas si c'est C'est pas la mélatonine ou un truc comme oui, ça? voilà. Ça, c'est pas le truc qu'on prend? Si, c'est Ça, exactement c'est la ça, la mélatonine? mélatonine, OK, exactement. Donc en super. fait, tu produis trop ça naturellement D'accord. et en soi, ça a été détecté quand j'avais 22 ans, suite à un gros choc émotionnel. OK, OK. Donc boum, des choses qui changent et boum, tu te rends compte que, bah, ta vie sera plus la même au final. Ouais. OK. Et comment est-ce que ton identité de femme de la diaspora africaine a influencé, veux, veux pas, ton rapport, au travail, à l'ambition, à la réussite, c'est à la suite de cette annonce? Enfin, pas vraiment, parce qu'en soi, j'ai toujours voulu devenir quelqu'un, entre parenthèses. OK, J'ai toujours été ambitieuse, j'ai OK, toujours su ce que je voulais faire, même très tôt. OK. À 14 ans, j'ai un peu contré les codes de ma famille. C'est-à-dire? Bah, enfin, mon père, on va dire, avait une vision bien précise qui était que je devais, travailler dans tel secteur et que ça devait se Médecin, passer comme avocat, c'était ça. quelle, Pas thématique? vraiment, en vrai, il voulait juste que je sois directrice de quelque chose. D'accord, quand même. Voilà, c'était ça son but On final, a même pas dit c'est, manager, on a dit directrice. OK, d'accord. il voulait vraiment que je vise, entre parenthèses, la direction et cetera et Mmh. moi, c'était pas du tout mon but. OK. Moi, je voulais juste bouger et je Voyager. voulais créer exactement, voyager, créer des choses que pour moi ou pour OK. d'autres personnes et faire comme bon me semble. Ça veut dire que le même mon parcours n'est pas forcément le parcours que mes parents voulaient, surtout OK. ce que mon père voulait. À la base, bah, ici, je sais pas si c'est pareil, mais nous, en France, en gros, on a le parcours où, quand tu finis le brevet, Mmh. bah, tu peux aller, du coup, au lycée et en fait, tu as 2 parcours. Soit tu vas en général, soit tu vas en professionnel. J'ai décidé d'aller en professionnel, OK. alors que j'étais acceptée, en général. Et ça a déjà enfin, je suis déjà à ce moment-là rentrée dans un cheminement qui ne rentrait pas totalement dans ce que mon père voulait de moi. OK. Donc finalement, l'annonce de cette maladie ne n'a pas eu d'impact sur ton ambition? Non, I love that. OK. Avant ton diagnostic, comment est-ce que tu percevais ta force, ton énergie, ton rythme, tes limites? sincèrement, j'avais aucune limite. C'est ça qui me fait de la peine. Désolée, il y a peut-être des moments où je serais pas forcément j'aurais envie de pleurer et cetera. C'est on C'est ceci est un espace bienveillant et qui accueille les émotions. pas de souci. Alors en fait, j'avais pas de limite. Au contraire, je faisais plein de choses pour fuir plein de problèmes, pour être honnête. Je voulais fuir la réalité des choses, je OK. voulais fuir ma vie, donc fallait tout le temps que je sorte, fallait tout le temps que je fasse des choses et je me voyais pas, on va dire, rien faire dans la journée. OK. Ça me suit encore maintenant, mais c'est moins présent qu'avant. OK. Donc concrètement, pas de limite, je faisais toujours des activités, je sortais pour rien, je voulais toujours faire des événements avec mes copines. J'avais tout le temps du monde à la maison, c'est moi qui invitais mes copines. Mmh. Je pouvais pas me retrouver réellement seule. OK. Et c'est finalement quelque chose qui
est plus récurrent en ce moment compte tenu de ta maladie, si je comprends bien? Maintenant, au contraire, ouais, je veux être seule. Je Ah! veux que personne soit avec moi. Donc je le vois pas comme une imposition au final, c'est quelque chose que tu as embrace. C'est ça, OK. mais en fait, moi, je sais que, bah, auparavant, tu vois, c'était plus, vu que je voulais faire des choses, Ouais. j'avais besoin d'être accompagnée par des personnes. OK, Si j'étais accompagnée, c'était plus sain pour moi. OK. Mais dès que j'ai su que j'étais malade, bah, ça a été un peu plus difficile parce que, du coup, c'est à ce moment-là où, comme on peut revenir dans le début, tu vois, le gros panneau stop qui est arrivé, bah, c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Ah ouais, du coup, là, en fait, tu es face à toi-même, du coup, tu dois vraiment t'occuper de toi. Mais maintenant». Parce que si tu le fais pas, en fait, tu vas, bah, directement dans la ligne où tu vas être à ta perte, en fait. Parce que, je voyais, c'est à ce moment-là où, entre parenthèses, à la télé, ça passait, où il y avait, on va dire, un documentaire qui parlait des personnes qui étaient, hypersomniaques, donc OK. qui dormaient beaucoup et cetera, et moi, c'était au moment où j'étais hospitalisée, en plus, et en fait, je me suis dit, parce qu'à la base, j'avais pas le droit de regarder la télé, mais je regardais avec mon téléphone, et je me suis dit: «Ah OK, j'ai ça, mais pourquoi maintenant?» Donc là, tu sais, il y a le sentiment d'incompréhension. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça m'attaque maintenant, mais précisément maintenant dans ma vie, sachant que j'ai fini mes études? Là, je rentre vraiment dans le monde du travail à 100. Pourquoi ça m'attaque maintenant? Et donc tu te poses des questions, tu te dis: «OK, mais comment tu vas faire pour réellement être en accord avec cette chose-là?» Parce que toi, tu es une personne qui, on va dire, un peu, bah, hyperactive. Tu veux tout le temps faire des trucs et tout, mais là, si ça te tape maintenant, comment tu vas faire pour, bah, passer au-dessus de ça ou tout simplement même l'accepter? Bah, là, concrètement, je suis arrivée à un stade où ils ont dit que c'était à vie, OK. ma part. Donc j'ai un traitement, D'accord. ce qui pose beaucoup de problèmes parce que j'ai emménagé ici et en fait, le traitement est assez conséquent. Donc c'est des choses à prendre en compte. Donc ça fait que, c'est assez difficile pour moi ici, comparé à quand j'étais en France où, Mmh. bah, je payais, bah, rien en soi. C'est couvert par la sécurité, Exactement. fair enough. On a beaucoup parlé de toi, which is fair and fine, parce que c'est toi qui a rencontré ce panneau choc, mais comme tu l'as nommé, tu étais pas seule. Mmh. Tu sais, tu fuyais, puis tu étais accompagnée aussi tes amis, membres de ta famille, et cetera. Comment est-ce que ça a été accueilli dans ton entourage? On va commencer par ma famille. Alors mes parents, plus précisément d'abord ma mère. Mmh. Ma chère maman. Alors en fait, ma mère, le souci, c'est que au moment où elle a su que j'étais malade, elle était dans l'incompréhension totale. Donc elle se disait, «Tu dû faire quelque chose. C'est pas normal que tu ça, Qui se déclenche comme ça de nulle part, on sait pas d'où Exactement. ça vient. Elle me parle de mon téléphone. Oui, les mamans africaines sont souvent dans ce, voilà, dans ce paradoxe-là où elles vont te parler de téléphone, elles vont te parler de la télé, elles vont te parler des écrans. C'est à cause de ça, tu sais, sur WhatsApp, j'ai reçu des vidéos qu'une tantie m'a envoyées, c'est à cause de ça que tu as ça et ça. Mais c'est vrai qu'elle s'est posé plein de questions et en fait, limite, elle a étudié le sujet. Donc oui, mais elle est partie sur YouTube. I Donc les mots-clés qu'elle pouvait taper n'avaient aucun rapport avec ce que j'avais, tu vois? OK. Donc je sais qu'elle s'en est, bah, là, actuellement, elle s'en veut De de n'avoir pas capté ça avant. Ma mère est beaucoup OK. cette maman poule qui veut toujours, tu sais, nous surprotéger, et moi, je suis la dernière de ma fratrie et en fait, elle se demandait pourquoi déjà ça m'était arrivé à moi. Et elle se disait que peut-être c'était parce que quand j'étais petite, apparemment, de ce qu'elle m'a dit, je me plaignais souvent que j'étais vraiment fatiguée. Mmh. Et en fait, à ce moment-là, elle s'en est voulu parce qu'elle s'est dit: «En vrai, quand tu me disais ça quand tu étais petite, bah, moi, je me disais que c'est parce que tu avais ton téléphone, c'est parce que tu faisais ceci, parce que tu sortais trop dehors», et en fait, j'arrivais pas à réellement comprendre ce qui t'arrivait, donc moi, je te punissais, tu vois? Forcément, elle me retirait mon téléphone ou elle me privait de sorties. Elle n'arrivait pas, on va dire, à comprendre réellement ce que j'avais, et moi, j'étais trop petite pour comprendre aussi ce que j'avais, et puis, comme je t'ai dit, vu que je fuyais aussi la réalité des choses, c'était Which is pas, also, selon moi, fair and fine, compte tenu du fait qu'on avance avec les outils qu'on a, c'est ça. puis la compréhension qu'on a des solutions aussi. C'est exactement ça. Mais ma mère, en gros, ça a été comme ça. Ouais. Pour mon père, bah, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu me calculer réellement. Or, le côté, vraiment école et tout, là, c'était vraiment en mode, «Ah ouais, elle a quelque chose». Lui, c'est bien, pour une fois, il m'a pas dit: «Oui, c'est à cause de telle ou telle chose». OK. Ça a été plutôt: «On va essayer de comprendre ce que tu as et tu sais quoi, en fait, si tu es vraiment fatigué, c'est OK». Mmh. C'est la première fois de ma vie que mon père ne m'a pas mis la pression pour quelque chose. Bah oui, c'est vrai parce que directrice et tout, en fait. C'est Bah oui. ça. Donc là, c'était Bah choquant de oui. voir que mon père, il était dans cette optique de me dire: «OK, en fait,
ouais, c'est bon, là, on va vraiment se centrer sur toi, sur ta personne, mais pas sur ce que moi je veux que tu sois. Et ça a été bah, ça m'a touchée. Libérateur Ouais, peut-être aussi? Ouais. parce que je me suis dit: «Enfin», bah, tu sais, c'est cette toute petite ouverture qui commençait à s'ouvrir, qui était en mode, là, tu peux vraiment commencer à t'occuper de toi et à vivre pour toi, quand bien même, tu as, envie d'être là pour tes parents, bah, là, tu peux réellement vivre pour toi, en fait. Donc j'étais contente. OK. Et par rapport à mes frères et sœurs, c'était, bah, simple, tu sais, ils se sont juste dit: «Bon, bah, elle est malade et voilà, on est juste frères et sœurs, donc Ah, peut-être la en charrier de soi» temps à autre et puis voilà quoi. exactement. Ouais. Mais on comprend mieux maintenant Oui. certains aspects parce que cette maladie peut faire que des fois, j'ai des pertes de mémoire. OK. Donc des fois, je vais commencer, on va dire, des conversations où je vais avoir, un trou, mais vraiment un trou, mais un énorme trou parce que, le par exemple, le par cœur n'est pas fait pour moi. OK. Plus du tout fait pour moi maintenant actuellement. Je peux très vite divaguer quand je discute avec quelqu'un, donc la plupart du temps, on me remet très vite, tu vois, sur, la ligne de mire et sinon, il y a aussi le fait que, bah, il peut m'être arrivé des trucs auparavant que je vais totalement oublier aussi. OK. Donc c'est vrai que en fait, mon cerveau, on va dire, a supprimé plein d'aspects, continue encore à supprimer plein d'aspects, donc en fait, c'est assez difficile. Donc c'est vrai que quand mes frères me parlent, des fois, ils se souviennent que voilà, si j'ai des pertes de mémoire, c'est pas contre vous. Mmh. C'est juste que, bah, la La maladie, réalité quoi. voilà, c'est ça peut avoir, certaines conséquences sur ma personne et dans mon entourage, ça m'a juste, on va dire, fait éloigner de certaines personnes OK. parce que du coup, j'avais plus de temps pour elles. Fair enough. Donc Ça t'a rapproché de certaines personnes exactement aussi? et ça, on va dire, fermé le cercle d'amis que je devais vraiment avoir. OK. Une sélection naturelle au final. Exactement. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu mentionnes, c'est qu'il y a vraiment eu des réactions diverses et variées. Ce qui constitue au final, c'est la diversité de l'écosystème qui t'entourait à ce moment-là. Fait que est-ce que dans cette diversité-là, il y a aussi peut-être des préjugés ou des idées fausses autour de ce diagnostic? Tu vois? Je dirais que, pas vraiment parce que personne s'y connaît plus que ça. Je comprends. Donc sincèrement, ma mère qui faisait des tu vois, comme j'ai pu te dire, qui faisait des recherches. Mon père, c'était le cadet de ses soucis, tu vois? C'était plutôt il attendait que moi je lui apprenne la chose. Mmh. Mes frères et sœurs, c'était un peu à peu près la même chose. Parce qu'en fait, la narcolepsie, elle est pas perçue de la même manière sur diverses personnes. OK. Moi, je suis pas au stade où: «Tu vas faire ça, je vais m'endormir». Donc il y a Je un vais te stade qui ressemble parler à ça? oui. OK. Et en fait, donc je suis pas à ce stade-là encore, donc ça OK. fait que je peux communiquer avec les personnes. Je veux juste être hyper fatiguée, je peux bâiller à tout moment. C'est pas contre les personnes, mais ça va être ça, tu vois? Je suis pas au stade où voilà, je peux m'éteindre à tout moment, comme d'autres Mmh. personnes qui ont la narcolepsie et je sais qu'il y a une autre entre parenthèses, je saurais dire, mais en fait, il y a quelque chose aussi qui est complémentaire à la narcolepsie qui fait que les personnes s'endorment à tout moment. OK. Donc moi, je suis pas à ce stade-là. OK. Donc c'est vrai que c'est moins compliqué pour certaines choses et à part que moi j'éduque les personnes, en soi, non. Je dirais que c'est plus dans le côté du travail où c'était autre chose. Ça ressemblait à quoi? C'était hyper mal perçu. En France, je suis reconnue comme travailleuse handicapée OK. et Comment c'est tu vis ça? bah, moi je le vis bien parce que je me suis dit: «Bah, pour une fois, au moins, c'est reconnu», Mmh. vu que c'est à la base pas forcément très connu, mais vu que c'est pas visible, voilà, bah, ça fait que les gens se disent: «Mais pourquoi elle passe devant moi, avec sa carte handicapée? Elle a quoi?» La Mmh. fille, elle est toute jeune, toute pétillante, et puis ce qui est paradoxal, pardon, c'est que ma personne, de comment je parle, comment je suis et tout, ne fait pas percevoir aux personnes que j'ai quelque chose. Donc c'est vrai que quand tu passes devant une personne, on va dire, qui est censée être âgée et cetera et que tu es aussi dans le même circuit qu'elle, avec ta carte handicapée, bah, elle va te regarder hyper mal. «Oui, mais je suis malade». Tout comme vous, vous avez juste la vieillesse et Dieu merci, au moins, vous avez juste la vieillesse. Moi, je suis malade et je suis jeune, donc certes, ça se voit pas, mais j'ai quelque chose. Totalement. Et dans le domaine du travail, bah, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. C'était que, on me disait: «Bah, en soi, tu travailles, non?» «Oui». «Bah, c'est bon, tu rien de grave. Tu peux toujours faire ton travail, Asta?» «Oui». «Bah, c'est bon». On a invisibilisé en fait. C'est ça, Comment tu as vécu ça? hyper mal. Pourquoi?
Bah, j'étais en colère parce que en soi, je suis enfin, j'avais cette incompréhension de pourquoi en gros, pourquoi tu me comprends pas? Et tu sais, tu as, ce côté où quand tu grandis en tant que fille noire et que, bah, tu es dans une famille où il faut du coup toujours se prouver déjà dans ta famille. Ensuite, faut te prouver à l'extérieur, faut te prouver à l'école, faut te prouver au travail et que là, tu es dans ton saint grade, on va dire, tu vois? Parce que tu as les études, tu les as acquises, hem, tu as fait beaucoup de jobs donc en fait, c'est pas comme si tu découvrais le monde du travail et que dès que tu as cette maladie-là, on te met encore dans une autre case. En fait, c'est un trop plein. Je peux totalement comprendre, c'est cette frustration que tu mentionnes quand je dis que je peux comprendre, à la hauteur évidemment de mes compétences là, parce que je n'ai pas vécu ça. Mais je me demande qu'est-ce qui était le plus difficile à expliquer aux autres, tu vois? Quand tu mentionnes justement, tu par rapport à ton, travail, cette frustration que tu as ressentie, c'est de dire: «Ben, comprenez-moi, tu sais, comprenez que même si ceci n'est pas visible, ceci existe», tu vois? Ce qui était difficile, c'était, d'être fatigué, de faire comprendre que tu étais fatigué. C'est bizarre à dire, mais c'est de dire à une Mmh. personne: «Je suis fatiguée» et que la personne elle dise: «Mais en fait, bah, tu vois, je te vois debout, tu es bien et cetera, tu es pas si fatiguée» ou quand tu bailles, c'est peut-être parce que tu as dormi trop tard la veille et cetera. Non, je suis juste fatiguée, mais c'est réel, je suis vraiment Ouais. fatiguée Ouais. et c'est de faire comprendre ça, tu vois? Même à ton patron, de lui faire comprendre que tu es juste fatiguée et si je raconte peut-être une petite anecdote, c'est que, avant de venir ici, j'ai eu un travail et j'étais du coup commerciale, mais j'étais sur la route. Ce travail était à 2 heures de chez moi. Fun ça. J'ai accepté parce que, bah, c'était la première fois où j'allais avoir un vrai poste. OK. Donc je me suis dit, «Bah, pourquoi pas?» et j'ai pris sur moi et je suis quand même partie à ce travail-là. Donc je faisais 2 heures aller, 2 heures 2 heures retour. retour et quand tu es sur Paris, les bouchons et cetera, faut avoir le cardio et moi, c'était au moment où, on m'avait dit que j'étais narcoleptique. Je commençais un traitement. Sauf que ce traitement-là n'était pas encore efficace parce qu'il fallait que mon corps comprenne que j'étais en train de prendre quelque chose et tout. Ça fait que des fois, je somnolais sur la route. Arrive un moment où je suis partie du coup voir ma neurologue pour lui dire que ça allait pas du tout et qu'il me fallait, bah, une sorte de document, tu sais, qui pouvait stipuler à mon employeur que j'allais pas bien et qu'il Ouais. fallait qu'elle comprenne que voilà, je pourrais pas forcément faire la même route qu'avant. Et ce qui se passe, c'est que je vais la voir, du coup, ma directrice et je lui Avec le explique document qui t'a été exactement, donné. avec tout et cetera, Mmh. qui lui explique que voilà, Asta ne peut pas, à ce moment-là, je devais pas dépasser 40 minutes. OK. Donc en Et vrai, je alors que tu pouvais à limite 2 plus heures. aller au Ouais, travail. c'est ça en fait. C'était ça Oui. et je lui pose le papier et je lui explique que au pire des cas, meuf, je suis commerciale. Je Télétravail, peux faire du télétravail. totalement. Aménage mon poste, fais quelque chose, juste pour que je continue à travailler, je te ramène de l'argent et tout le monde est content, en fait. Mmh. Et en fait, elle me dit quoi? Et ça m'avait hyper marqué pour que je m'en rappelle encore aujourd'hui, Mmh. c'est qu'elle m'avait vraiment giflé dans ce qu'elle m'a dit. C'était, «On a tous des problèmes, tu sais?» et ça m'avait fait hyper mal. Et même là encore, à l'heure d'aujourd'hui, je suis grave énervée contre elle. Ce qui est totalement légitime. Ce qui est totalement légitime. Parce que c'est ne pas prendre le temps d'essayer de comprendre l'autre au final. Littéralement. Ne pas prendre le temps de, ben, de mettre en pause ses propres biais et d'accueillir l'autre, puis d'essayer de comprendre encore une fois, au C'est final. exactement ça. Et qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça? Bon, je suis peut-être pas forcément si je suis contente de ce que j'ai fait. C'est pas gentil. Je suis C'est vraiment ça que je me disais, je désolée. suis comme: «On répond quoi à ça en fait?» Je suis vraiment désolée, Qu'as-tu fait? mais je me suis mis en arrêt I mean, pendant et un mois. et tu as le droit. Ceci est un droit et c'est un droit que tu as su appliquer au bon moment. C'est ça et c'est là où tu vois, je pense qu'il y a eu ce cheminement de la continuité du panneau stop. C'est pour ça que je pense que cet emblème, c'est vraiment l'emblème de ce qui a pu se passer dans ma vie. C'est ouais, le panneau stop, en fait. C'était totalement la continuité. En fait, c'était le ras-le-bol. Est-ce que tu penses que tu t'écoutais autant avant? Non, parce que je taisais beaucoup de choses, donc je m'écoutais pas du tout. On va dire, c'est moi qui dictais à mon cerveau tout ce qu'il devait faire, quand bien même il voulait, on va dire, me faire comprendre qu'il y a des moments où c'était trop pour lui. Je lui ai donné enfin, je l'alimentais de plein de choses pour qu'il oublie ces choses-là, tu vois? Comment tu as fait justement pour réorganiser ton travail, ta vie, ton, business que tu as, justement pour accueillir cette nouvelle réalité?
c'est à ce moment-là précis que je me suis dit: «OK meuf, là, bon, au travail, concrètement, ils vont te virer, hein, tu vas les pousser à bout, donc bien évidemment, ils vont te virer. Occupe-toi de toi». Là, mon business à ce moment-là, pardon, il était, on va dire, j'étais encore dans les premiers steps. OK. J'étais encore en train de parler avec une couturière pour savoir comment j'allais créer les foulards et cetera. Donc c'était à ce moment-là où je me suis dit: «OK, c'est parfait. Je vais commencer maintenant à vraiment avancer dessus». Je me suis renseignée sur la création de contenu. C'est là où j'ai commencé à me lancer, parce que ça m'animait, en fait, de créer des choses et en fait, c'est là où je me suis découvert en vrai, je savais que je savais faire plein de choses, mais là, je les ai vraiment concrétisées. Tu sais, je les mettais plus à plus tard. C'était maintenant. Et je me suis dit: «Après un travail, tu en retrouveras un autre, c'est pas compliqué en soi, dans le secteur où je suis, c'est pas vraiment compliqué». Je me suis dit que j'allais retrouver coûte que coûte, donc c'était pas grave. Mais là, c'est maintenant où il faut que tu te lances. Si tu le fais pas maintenant, en fait, ça sera mort pour toi. Donc ma maladie, on va dire, ça a été un bon tremplin pour, m'occuper que de moi. Est-ce que c'était facile? Non, D'accord. On va aller là-bas maintenant. Pourquoi c'était pas simple? parce que, on va revenir sur ma famille. En fait, j'ai grandi dans une famille où, bah, dans certaines familles africaines, je pense que c'est pareil partout, tu as plusieurs, on va dire, étiquettes qui sont disposées aux Mmh. personnes. Tu as la grande sœur qui est censée être la grande sœur, tu as les frères qui sont comme ça. Nous, on n'est que 4. OK, Donc on va dire que, chacun avait son étiquette. Sauf que c'est très bizarre à dire, mais moi, en fait, j'ai pris de toutes ces étiquettes-là. OK. Tu la dernière, c'est ça? Ouais, OK. et on m'a donné parce que la plupart du temps, on dit souvent que c'est les premières qui prennent beaucoup et tout, mais en réalité, ça dépend des Ça familles. dépend Mais en tout totalement. cas, moi, j'ai repris tous ces choses-là. OK. Donc ça fait que j'ai beaucoup été présente pour eux. Je le suis encore, mais moins qu'avant. Et ça a été ça qui a été difficile, en fait, c'est que le moment où j'ai été malade, vu que ça a ouvert les yeux à tout le monde, ça fait que, tu sais, ils savaient pas forcément comment me demander les choses comme avant. Parce que je savais Mmh. pas dire non avant. C'était, «Asta, viens à la maison». «Oui, oui, oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive». «Asta, fais ci». «Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète». Je me taisais tout le temps, je disais «oui» tout le temps, mais à tout le monde et ça a été hyper mauvais pour moi parce que du coup, c'est à ce moment-là où je m'oubliais totalement et ça a été, bah, comme ça jusqu'à mes 22 ans. Donc tu jusqu'à mes 22 ans, ton cerveau, il est formaté pour dire «oui» à tout le monde, tout le temps et d'un coup, tu dois tout découdre et lui faire comprendre que, en fait, tu peux dire non. On va entraîner le non aussi. Oui. Mmh. Mais le truc, c'est que dans les débuts, quand je disais non, je devais justifier mon non. Tu devais ou tu sentais que tu devais? Ouais, c'était plutôt je sentais que je devais OK. le justifier. Donc à chaque fois, je disais par exemple non à ma mère, pour un truc tout bête, elle allait me dire: «Oui, est-ce que tu peux aller récupérer telle chose?» «Non maman» et tu sais, elle me regarde et puis là je me dis: «Bon, Peut-être que tu dois continuer, lui expliquer. Mmh. alors qu'en vrai non, je pouvais juste tout simplement dire: «Non». NON simple, c'est très bien C'est aussi des ça. fois, hein. Mais j'arrivais pas, j'étais obligée de bah, ouais, c'est vraiment le mot, c'est je devais tout le temps justifier le pourquoi du comment. Tu faisais 1000 et une choses avant. Tu en fais toujours tout autant maintenant, mais à un rythme différent, Oui. n'est-ce pas? Hem, et quelles sont les stratégies concrètes, tu sais, qui t'aident justement à rester créative, productive dans cette nouvelle réalité? Je dirais que je priorise certaines choses. OK. Quand il y a des choses qui sont pas prioritaires, enfin que j'ai pas besoin de faire maintenant, que je peux attendre, bah, je vais attendre. Là, on va dire, j'ai rencontré, bah, quand j'ai lancé mon entreprise de confection de foulards, quand j'ai fait le lancement, tout se passait bien. Puis il y a eu une sorte de flop à un OK. moment. Donc en fait, je suis en train de reconstruire la société. OK. Donc ce qui se passe, c'est que je prends tout mon temps. Alors que tu m'aurais parlé de ça il y a 2 ans, je t'aurais dit: «Ah non, 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 C'est là, maintenant. là, c'est maintenant. Alors là, il faut que tout soit fait maintenant. Ouais. Heu, non, c'est maintenant». Et actuellement, c'est, OK, bah, j'ai appris à coudre, OK. donc je prends mon temps. En fait. Je suis en train de me dire: «Bah, peut-être le design, je le vois plus comme ça que comme ça». Tu sais, je prends vraiment mon temps parce que je me dis que si tu veux créer quelque chose d'impactant et on va dire ton empire, parce que c'est ce que je souhaiterais plus tard, bah, prends ton temps. Pour le travail, c'est pareil. Quand je vois que on me donne trop de charges, je dis: «Là, désolé, mais je peux pas tout faire». Mmh. Et je me justifie pas, tu vois? Je dis juste: «Je peux pas tout faire». Après, en vrai, si ce que je te dis ne te plaît pas, bah, tu prendras quelqu'un d'autre. Et sinon, après, pour mes autres projets, comme la création de contenu et cetera, pareil aussi, j'essaye de pas me mettre la pression, ce que je me mettais auparavant. Je me mets juste, on va dire, une deadline. Je me dis que voilà,
à ce moment-là précis, il faut que tu aies fini de faire X choses et cetera, tu vois? Pour pas que ça prenne trop de d'ampleur dans mon cerveau et que je puisse aussi avoir du temps pour moi et pour me découvrir réellement. Pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui de partager ton histoire publiquement? Parce que je me dis que ça peut parler à plusieurs personnes qui, on va dire, se priorisent pas. Je pense qu'on est beaucoup. Ça peut être, on va dire, une fille comme moi, jeune, on va dire, issue de la diaspora africaine, qui, bah, ne rentre pas forcément enfin, qui sait, veut découdre certains codes et qui veut apprendre à se connaître elle-même au détriment de sa famille. Ça peut être, bah, une maman qui pense que du coup, vu qu'elle est mère et bah, du coup, elle va juste être dans ce statut de maman, alors qu'en fait, avant d'être maman, elle est femme. Du coup, il faut Totalement. qu'elle s'occupe d'elle en tant que femme, mais elle peut tout autant avoir cette étiquette de maman. Ça peut être une fille, tu sais, qui va être auto-entrepreneuse, qui va se dire: «Ouais, du coup, je donne tout à ma société», mais elle va s'oublier elle-même. Tu sais, c'est ce côté où, pour moi, c'est important d'être soi-même, d'avoir son propre être Mmh. et d'avoir l'autre étiquette qui va juste être en plus sur toi. Parce qu'en soi, pour moi, on est nous-mêmes et après, en fait, il y a juste tu vois, genre, il va y avoir Asta qui est du coup, voilà, créatrice de contenu, Asta qui va être auto-entrepreneuse, Asta qui va être sportive ou autre. Ça, c'est des étiquettes que je me suis rajoutées, mais c'est pas réellement ça me définit par la suite, oui, mais c'est pas réellement moi, tu vois? Et pour moi, c'est important de faire comprendre aux gens qu'il faut vraiment, bah, qu'ils se priorisent, qu'ils s'occupent d'eux, qu'ils pensent à eux et qu'ils fassent les choses pour eux, tout simplement. Et les autres, c'est juste le surplus, tu vois, que tu as en plus à chaque fois. C'est ce que ça t'a appris au final. Exactement. OK. Quel message est-ce que tu souhaiterais transmettre aux femmes de la diaspora qui vivent avec une maladie chronique? Parce qu'aujourd'hui, on parle de narcolepsie spécifiquement, mais il y en a d'autres. C'est des maladies qui viennent, qui nous surprennent, puis qui nous mettent 40 000 panneaux stop, comme on l'a mentionné, auxquels est-ce qu'on doit réagir, se réadapter, etc. C'est quel message tu souhaiterais leur transmettre au-delà de ce que tu viens de mentionner spécifiquement? Qu'il faut apprendre à accepter. C'était dur pour toi, ça? Ouais. Ouais. Je suis encore en train d'essayer d'accepter, pour te dire. Sur certains aspects de ma vie, Mmh. j'essaye d'accepter et vraiment, ouais, de pouvoir apprendre à accepter ce que tu as, de pouvoir comprendre ce que tu as Mmh. et de pas penser que c'est un affront contre toi-même. C'est, on va dire, quelque chose en plus que tu as, mais en fait, il faut que tu aies cette relation avec cette chose-là. On te diagnostique, tu prends l'information. Un an plus tard, tu te dis: J'ai encore envie de voyager, j'ai encore envie de partir ailleurs». Tu arrives à Montréal, mais tu arrives aussi dans un nouveau système de santé Ouais. qui est différent de celui que tu connaissais. Comment se passe cette transition pour toi? Hyper difficile. Pourquoi? Parce que, c'était, on va dire, ma priorité de trouver, un neurologue qui pourrait me suivre ici. Ce qui n'est pas chose simple, hein. Non, mais j'ai été un peu fut-fut, donc du coup, j'ai OK. demandé à ma neurologue en France si elle C'est avait c'est pas un curieux. confrère qui était ici. En soi, vu que la France est souvent en partenariat avec le Canada, je me suis dit: «Bon, il y a peut-être moyen qu'elle connaisse Mmh mh. quelqu'un». Si elle connaît personne, bah, je pense que je pourrais pas partir, Mmh. parce qu'il me faut un suivi et un traitement. Mais elle avait une personne qu'elle connaissait, Peut-être. qui m'a suivie ici. Donc quand je suis arrivée, bah, malheureusement, dis-toi que le rendez-vous, je l'ai eu le jour où j'ai atterri. OK. Sauf que quand j'ai atterri, il fallait aussi faire les documents administratifs. Mmh. Il fallait que j'ai mon permis de travail. Bah oui, ça prend Ça du a temps. pris 2 heures. C'est ça. Donc ça a été hyper difficile, mais je suis quand même arrivée à temps au rendez-vous. Good. Donc j'ai été suivie, il avait déjà mon dossier. Il avait tous les documents, il savait, bah, où j'en étais, on va dire, dans mon suivi. Sauf que vient le moment fatidique qui était de savoir est-ce que je peux avoir le même traitement que j'avais en France? Mmh. En fin de compte, je ne pouvais pas parce que de ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'ici, il y a certaines conditions et vu que la narcolepsie n'est pas beaucoup reconnue ici, que si c'est encore en études et cetera, fallait qu'il me fasse tester certains médicaments Mmh. avant de pouvoir me donner celui que je prenais déjà de base. Donc bah, ça a été ça pendant 1 an. Donc j'avais, Un an chaque de 3 test? mois oui, chaque 3 mois de nouveaux médicaments. Je prenais, des fois des médicaments qui étaient plus forts que d'autres, mais ça fonctionnait toujours pas et ça a duré pendant, bah, jusqu'à maintenant en fait. Je suis toujours Mmh. avec des traitements qui ne me correspondent pas, mais que je suis obligée de prendre parce que sinon je ne tiens pas une journée, quoi. Donc justement, c'est un risque que tu as pris. C'est de venir sans avoir forcément la garantie de pouvoir avoir le même traitement, mais si ce traitement-là, même de base, c'était pas forcément le traitement, heu, le plus, avéré par rapport à ce que tu mentionnes.
Est-ce que tu peux me parler de ton thought process par rapport à ça? En fait, en soi, pourquoi j'ai décidé de venir ici, Mmh. c'est parce que je pense que j'avais encore cet aspect de fuite. OK, Je voulais encore fuir certaines réalités et je me suis dit que je voulais me challenger et me tester. OK. Donc malheureusement, ma maladie a été un facteur qui pouvait, on va dire, contre-attaquer cette chose-là. Mais vu que je me suis dit que la neurologue connaissait quelqu'un, je me suis dit: «C'est pas grave, je vais quand même y arriver et puis on verra bien ce que ça donne. Si je tiens, je tiens. Si je tiens pas, bah, je rentre tout simplement. Mais il faut que je le fasse maintenant parce que je pense que je pourrais pas le faire après». Mmh. Donc je me suis forcée à quand même venir. Je suis pas trop déçue en soi, Ouais, mais c'est vrai que, ouais, la maladie, elle a trop pris le dessus ici. Le traitement n'a pas du tout suivi. OK. Est-ce que tu te sens encore en fuite? Sincèrement, non. OK. Non, parce que cette année m'a énormément appris sur ma personne, sur ce que je veux devenir. Ça m'a concrétisé, enfin ça a fait en sorte de concrétiser certaines choses, que je voulais pas forcément faire quand j'étais en France, que j'ai pu réaliser ici. On va dire ici, j'ai plus osé parce que ici, je trouve, il y a plus d'ouverture, on va dire, pour, bah, des filles comme nous, comparé à en France où il y a beaucoup de fermeture. Ça, c'est une question qu'on me posait souvent, tu sais, quand j'étais en entretien de: «Pourquoi tu as choisi le Canada et pourquoi tu es pas restée en France?» et cetera. Mmh. Parce qu'ici, bah, c'est plus ouvert et je peux plus être moi. Tu sais, je peux oser, avoir de l'audace et je m'en fiche de d'être noire ou d'être comme ci ou comme ça. Plus la toi des étiquettes dont on parlait tout à l'heure, mais la toi Exactement. point, en fait. C'est ça, je peux être juste moi. Mmh. Certes, il y a ma couleur de peau, mais c'est moins perçu ici que quand j'étais en France où, voilà, c'était vraiment mon identité, en fait, qui était mis en avant. Fait que ta fuite a été avérée au final, tu te Ouais. ouais, Je dirais à peu près ça, ouais. OK. Est-ce que je peux m'en dire plus sur justement comment est-ce que tu as été, diagnostiquée? Comment est-ce que tu t'en es, bah, rendu compte toi-même? Comment tu as atterri à l'hôpital? Puis le médecin t'a dit: «Bah, tu sais quoi? Voici la maladie que tu as». Ouais. Alors, on arrive en fin 2022. OK. J'ai du coup obtenu mon diplôme et à Diplôme ce de en master OK, commerce international et à ce moment-là, j'étais aussi en alternance. Donc en OK. fait, tu avais un rythme école et travail et à ce moment-là, j'avais plus rien. Plus rien, c'est-à-dire? J'avais plus de travail, OK. j'avais plus école, je ne vivais plus la vie d'aloca que j'avais auparavant. OK. Donc là, fallait savoir ce que je voulais faire Mmh. et c'était le moment que je redoutais toute ma vie. Pourtant, j'ai tellement critiqué l'école. Mmh. Mais là, c'était trop difficile de se confronter au vrai monde d'adulte. Donc à ce moment-là, j'avais quand même trouvé un travail après, par la suite. Je suis venue au Canada pendant 3 mois. J'ai fait un petit break et quand je suis revenue en France, je sentais que mon corps ne suivait plus. Mmh. Je me sentais hyper fatiguée et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'avais dormi chez une amie et cette amie-là m'a dit que: «Asta, quand tu dors, ton enfin, en gros, ton souffle se coupe». Donc limite, des fois, j'ai l'impression que tu es en train de enfin, que tu morte, tu vois? Et en fait, à ce moment-là, j'en avais parlé avec ma mère. On est parti voir mon cardiologue qui me suivait déjà depuis longtemps. Il m'a dit: «Peut-être que tu fais de l'apnée du sommeil». Oui. Donc il m'a passé une machine, je suis partie avec la machine, on a checké et il m'a dit: «Oui, tu as un début d'apnée du sommeil, mais il y a un petit truc en plus. J'aimerais bien que tu ailles du coup, bah, à l'hôpital Salpêtrière pour, qu'on voit plus approfondi enfin, qu'on voit plus profondément, bah, vraiment ce que tu as». Et j'avais dit: «OK» et à ce moment-là, bah, fallait faire la demande. Ça prenait beaucoup de temps pour aller dans un hôpital du coup qui est vraiment Spécialisée? spécialisé dans le sommeil et donc oui, je crois que c'était début septembre, mi-septembre, j'ai eu mon premier rendez-vous. Donc c'est là où j'ai été, hospitalisée pendant une semaine. OK. Donc on m'a mis des machines et tout. J'avais une sorte de chaussette, j'appelle ça la chaussette et donc j'avais dormi avec ça, j'avais des caméras devant moi qui me filmaient et tout. C'était très bizarre, très stressant aussi. Et très envahissant au Ouais, final. C'est vraiment genre, on te regarde H24 oui. pour essayer de comprendre finalement ce que tu as. Ce qui se passe et donc on me pose des questions et là vient l'aspect psychologique. Le truc que je redoutais encore une fois, c'est que je ne voulais pas parler de ma vie et je ne voulais pas parler de moi. Donc ça fait que beh, ils étaient obligés pour mieux comprendre parce que la narcolepsie, vu que c'est un aspect neurologique et que c'est ton cerveau, bah, logiquement, on doit comprendre ce qu'il y a
ce qui se passe dans ta tête pour savoir, d'où ça vient. D'où le fait que tout à l'heure, j'avais parlé de l'aspect du choc parce qu'en fait, c'est plusieurs, on va dire, ouais, plusieurs traumas qui ont été étouffés toute ma vie, qui sont revenus d'un coup à ce moment-là parce que vu que je les couvrais avec l'école, le travail, plein de choses que je faisais et vu qu'à ce moment-là, j'avais plus rien à faire parce que je faisais que travailler et ça Tout est m'animait pas remonté. plus que ça. Ouais. Bah, c'est ça, exactement. Tout est remonté et tout m'a frappé d'un coup et c'est à ce moment-là où, on a discuté avec le médecin et il m'a dit, «OK, bah, là, en fait, on pense que tu fais de l'hypersomnie, mais on n'est pas trop sûr, donc on va checker». Donc c'est là où j'ai eu un petit suivi. Je devais aller souvent voir la neurologue, discuter avec elle. J'ai eu aussi un suivi avec une psy qui devait me poser des questions, essayer de comprendre et j'ai eu des tests aussi pour, l'aspect mémoire, pour comprendre pourquoi, on va dire, il y a des moments où j'avais des trous de mémoire ou pourquoi, j'avais toujours cet aspect de vouloir, contrôler certaines choses et cetera. Donc en fait, on a tout revu et et c'est à ce moment-là où en fait, elle m'a dit: «Bah, on va commencer avec un traitement». Donc c'était vraiment ouais, c'était 2023 où tout a pété. Donc suite à ça, quand j'ai pu avoir les rendez enfin le rendez-vous, que j'ai vu les psys et cetera, à ce moment-là, en fait, j'ai dû repartir voir, le médecin parce qu'on voyait que ça avançait pas plus que ça et en fait, à ce moment-là, j'ai dû avoir un examen. Donc ça, c'était avant, tu sais, le fameux travail où, j'ai Mmh. voulu me mettre en arrêt et à ce moment-là, en fait, j'ai été, on va dire auscultée, enfin, je suis restée pendant une journée, dans l'hôpital et je devais, fixer un mur blanc sans rien pour voir si je pouvais tenir, en fait, la journée et en fait, c'est à ce moment-là où quand j'ai fini cet examen-là, donc en fait, pendant à chaque fois 1 heure, je devais fixer le mur. Je devais ni essayer de me stimuler, ni rien. Je devais pas regarder d'écran, je devais rien faire. Je devais juste fixer le mur blanc. Oui, désolée, ça m'a traumatisée. Vraiment, ça m'a traumatisée. Ça a l'air Et hyper anxiogène en vrai. c'était horrible. Et en fait, tu avais, tu sais, les volets qui étaient fermés et tout, je devais juste fixer un mur blanc, sans rien faire. Et c'est à ce moment-là, en fait, où, je devais juste fixer le mur blanc, je devais vraiment pas et c'est à ce moment-là où j'ai commencé, tu sais, à jouer avec mes cuticules. Je n'ai jamais joué avec mes cuticules de ma vie et j'ai commencé à vouloir me mordre parce que j'étais en train de me battre avec mon corps parce que je voulais dormir Ouais. et je devais pas dormir. Et donc c'est à ce moment-là, en fait, quand j'ai fini, ce rendez-vous-là, une semaine après, c'est là où ils m'ont dit, «Tu as toujours de l'hypersomnie idiopathique, Mmh. sauf que tu es vraiment plus dans cet aspect narcolepsie que, hypersomnie en soi». Mais en soi, c'est la même chose. C'est l on va dire le même facteur commun. C'est l'hypersomnie idiopathique, pardon et la narcolepsie, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'on va dire la narcolepsie, quand je dis ce terme-là, c'est plus reconnu que si je vous dis, hypersomnie idiopathique. OK. Comment tu trouves du soutien dans tout ça? Tu sais, est-ce que, tu au-delà de ton cercle, tu sais, qui s'est renfermé, rapproché, solidifié en soi, est-ce que tu as des groupes de soutien? Est-ce que tu as un accompagnement particulier quand tu fais face à une maladie chronique? Je pense qu'il pourrait en avoir, mais je vais pas te mentir que je me suis jamais renseignée. Est-ce que tu as juste pas ressenti le besoin au final? Je si, peut-être des fois, je pense, parce que tu OK. sais, tu te sens quand même seule Mmh. parfois. Mais c'est vrai que j'ai jamais essayé de me renseigner. Ça serait peut-être une bonne chose. Food for thoughts. Ah ouais? Food for thoughts. OK. Tu sais, quand on parle des maladies chroniques de manière générale, c'est comme on l'a mentionné, c'est quelque chose qui arrive vraiment de nulle part. Tu sais, on s'y attend pas, on a un certain rythme de vie, puis il y a les panneaux stop and then on réalise juste absolument tout. C'est quelque chose qui vient chambouler beaucoup de choses. Puis on a l'impression que c'est, rare. J'ai l'impression que c'est aussi commun. Mais il y a ce faux effet, de rareté qui se met en place parce qu'on n'en parle pas. Je pense pas Exactement. que ce soit forcément tabou en tant que tel, c'est juste qu'on n'en parle pas. Fait que c'est comme quelle serait selon toi la première étape pour délier les langues par rapport à ça? Pour faire en sorte que ces panneaux stop, si panneaux stop il y a une fois dans nos vies, que sais-je, que ce soit plus, tu sais, un aussi grand chamboulement, pas forcément chamboulement, mais que ça ne crée pas forcément une aussi grande solitude, de par l'effet de par le faux effet de rareté, en fait. Ouais. Je pense que, c'est, on va dire qu'on est
beaucoup, je pense, à avoir, certaines pathologies qu'on ne connaît pas forcément. En fait, c'est le fait de couvrir plein de choses. Pour ma part, pour les personnes qui ont un problème, que ce soit la narcolepsie, que ce soit l'insomnie, parce que je pense il y a beaucoup de personnes qui sont insomniaques et ou autre chose q enfin, ces choses-là, on va dire, c'est les 2 choses, on va dire, que je connais. Mmh. Bah, la plupart du temps, c'est des personnes, tu sais, psychologiquement, qui ont des choses. Ça peut être des traumatismes qu'ils essayent d'étouffer, ça peut être, d'autres facteurs. Moi, je dirais plus l'aspect psychologique de base parce que, bah, là, c'est comme je t'ai dit, tout est relié au cerveau. Donc pour moi, ça serait important que les personnes, tu sais, consultent. Quand tu vois, par exemple, que tu commences à être insomniaque, que tu es toujours sur ton téléphone, la nuit, tu arrives pas à dormir et tout, consulte. Genre, c'est rien de consulter, tu essayes de voir, que ce soit avec, soit tu vas directement dans un hôpital et tu essayes de te renseigner, tu vas dans le côté, tu sais, l'aspect sommeil et tout pour comprendre pourquoi, bah, tu arrives pas à dormir. Soit tout simplement, bah, tu essayes de voir peut-être des fois, tu sais, sur les réseaux, il y a quand même plein de créatrices de contenu qui commencent, on va dire, à sensibiliser les personnes. Je pense à une créatrice de contenu qui est en France, mais je me rappelle plus de son nom, mais qui elle aussi est atteinte de narcolepsie, qui du coup le met beaucoup en avant. Tu sais, elle montre un peu ses journées, etc. Et il y a aussi le fait que, bah, dès que tu vois qu'il y a quelque chose qui est pas normal chez toi, enfin que tu penses pas normal chez toi, consulte. Enfin, c'est pas tabou de consulter, Ouais, que ce soit un psy ou que ce soit, un médecin généraliste ou autre, consulte. juste aller voir en fait, C'est ça, savoir ce qu'il y a. fais un check-up. Tu vois, il y a beaucoup de trucs qui sont beaucoup mis en avant en ce moment, que ce soit le TDAH ou plein d'autres, aspects. Mmh. Mais pour moi, en fait, il faut que tu consultes. Surtout quand tu sais comment tu as vécu ta vie, parce que la part du temps, les traumatismes sont des gros facteurs qui font que ton cerveau divague. Donc faut vraiment pas, on va dire, essayer de fuir les choses ou de les faire taire. Quand bien même les choses peuvent être hyper douloureuses, ce que je peux totalement comprendre, faut toujours trouver un moyen de contrer ces choses-là et en fait, faut le faire le plus tôt possible. Parce que sinon tu peux te retrouver comme moi là, à être comme ça là, du jour au lendemain, à avoir la narcolepsie, tu sais même pas pourquoi c'est venu. Alors qu'en vrai, c'est tout simplement parce que ton corps, il a dit: «Stop» en fait, meuf, stop. Mmh. Donc ouais, consulter. Consulter. Comment est-ce qu'on peut soutenir davantage les femmes qui font face à des maladies chroniques, selon toi? Si je te donnais une baguette magique et je te disais: «Voici le soutien, voici une baguette magique du moins qui peut t'accorder le soutien que tu souhaites réellement recevoir». À quoi est-ce que ça ressemblerait? Sincèrement, je dirais qu'on puisse m'écouter. OK. Pas me comprendre. J'ai pas besoin qu'on me comprenne. J'ai juste besoin qu'on m'écoute. Donc si je me plains pour dire que je suis fatiguée, c'est OK. T'as pas besoin de me dire: «Ah mais nanani na», je m'en fiche de ce que tu Mmh. penses en fait. Je m'en fiche de ce que tu vas me dire, je veux juste que tu écoutes ma plainte. C'est vraiment ça. Je trouve que c'est hyper important. Ça c'est pour ma part, hein. Après je Mmh. sais pas si, d'autres filles ont cet aspect-là, mais c'est vraiment, ouais, que tu m'écoutes. Vraiment, t'as pas besoin de me donner ton avis, de m'apporter un jugement à ce que j'ai ou autre, ou même de me trouver une solution. Parce que la Mmh. plupart du temps, c'est ça, tu vois? Les gens, ils veulent tout le temps te trouver une solution, mais j'ai pas besoin de solution. Juste l'écoute. Je sais, j'ai un traitement à suivre, donc c'est bon. Je veux juste que tu m'écoutes. Quand je te parle, écoute juste, mais ne pose pas quelque chose sur ce que je te dis. Un mot qui est souvent revenu dans la conversation qu'on a eue, c'était le mot fuite. Le mot panneau stop, le mot écoute en tant que tel. De ce que j'entends, puis de ce que je réceptionne de ce que tu m'as partagé aujourd'hui, j'ai aussi l'impression qu'il y a un mot sous-jacent qui a pas été nommé, qui est peut-être le mot miroir. Comme s'il y avait une espèce de miroir qui s'était mis en face de toi, puis qui était en mode: «Ma belle, on va prendre le temps de faire les choses, le temps de s'analyser, le temps de d'apprendre à se comprendre, le temps d'affirmer son moi qui est sans les étiquettes qu'on a nommées et cetera». Comment tu définirais aujourd'hui, après, ce diagnostic, après, ces années qui sont passées, après, ce ce déménagement à Montréal, cette, consolidation, reconstruction que tu es en train de faire, comment tu décrirais, le reflet qu'il y a dans ce miroir? Mmh, je dirais Asta. Mmh. Là, je dirais que je suis complètement moi.
je reviendrai, tu sais, sur l'aspect où quand je te disais, le fait d'accepter que j'étais encore en cheminement dessus. Si je devais tu vois, si je devais me comparer à moi il y a 1 an, là, j'accepte largement mieux la chose qu'auparavant où je t'aurais dit oui, que je l'acceptais, mais ça aurait été totalement du pipeau. Mais là, ouais, dans mon miroir, face à moi, c'est vraiment Asta. C'est pas la petite fille, c'est juste Asta qui est là maintenant posée devant toi. And I love that for you. Merci tellement. Merci à toi. Merci pour ton temps, merci pour tes réponses, merci pour ta douceur, pour le coup, et merci d'avoir été présente, avec nous et nous avoir surtout partagé ton histoire, ta vérité, ta vulnérabilité. Merci beaucoup et merci à toi pour tout ce que tu entreprends, pour tes projets. Je fais partie d'une cohorte, donc j'ai trop hâte qu'on voit ça Yeah. et vraiment merci beaucoup pour tout Merci à toi. et merci de m'avoir poussée à parler, parce que j'aurais pas du tout fait au fond de moi. Et ça s'est bien passé, tu vu? Oui. Un énorme merci à Asta pour sa vulnérabilité, sa force, sa générosité, avec laquelle est-ce qu'elle a partagé son histoire aujourd'hui. Ce qu'on retient, c'est qu'un diagnostic ne définit jamais une personne. Il révèle souvent la profondeur de sa résilience, la force de son identité et la beauté de sa reconstruction. Nous remercions également la Fondation canadienne des relations raciales, notre bailleur de fonds, pour son soutien essentiel à cette série de podcasts dédiés à la santé et au bien-être des femmes de la diaspora africaine. Dans le prochain épisode de Saya Care, nous continuerons à explorer la santé, mais sous un nouvel angle, encore une fois, la santé et les biais cognitifs avec Néné Oularé. Nous parlerons de perception, de croyances, de réflexes mentaux et de la manière dont ces mécanismes influencent nos décisions, notre rapport aux soins et notre vision du monde. Merci encore une fois à vous, cette fois, pour votre présence, votre écoute et à très bientôt dans Saya Care.